Entre janvier et août 1945, la guerre dans le Pacifique s'est concentrée sur un seul objectif, le destin final de l'archipel japonais. À ce moment-là, plus de 2,7 millions de tonnes de transport maritime avaient été coulées en une seule année, le trafic de pétrole s'était réduit à des chiffres critiques et les importations essentielles étaient pratiquement paralysées. Depuis les Mariannes, à 2500 km de Tokyo, des centaines de B-29 entamèrent des incursions qui, en quelques mois, allaient raser plus de 60 villes. Rien que dans la nuit du 9 au 10 mars, la capitale a perdu plus de 40 km² sous une seule attaque incendiaire. À Washington, on finalisait les plans pour envahir les îles principales. À Tokyo, le haut commandement tentait d'organiser une défense de plus en plus limitée par le manque de carburant, de transport et de capacité industrielle. Les décisions des deux côtés du Pacifique ne répondèrent plus à des déclarations politiques, mais à des chiffres concrets, des rapports décryptés et des évaluations opérationnelles qui s'accumulaient semaine après semaine. À ce croisement de blocus naval, de bombardements systématiques et de planification d'invasion se définissait le dénouement. Comment s'est réellement produite la destruction dévastatrice du Japon? Le siège invisible, le blocus qui a asphyxié le Japon. À la fin de 1944, le Japon continuait de combattre sur de multiples fronts, mais le centre de gravité de la guerre n'était plus sur les îles lointaines, ni dans les grandes batailles navales. Le problème réel se trouvait dans la mer qui entourait l'archipel. Depuis des mois, des sous-marins américains patrouillaient les routes commerciales et attaquaient avec constance les cargos et pétroliers qui soutenaient l'économie impériale. Ce qui, au début du conflit, avait été une guerre de flotte, s'était transformé en une campagne systématique contre le transport maritime. Pendant les premières années, la doctrine navale américaine avait donné la priorité à couler des navires de guerre ennemis. Cette mentalité a changé en 1944. Les ordres ont commencé à indiquer avec clarté que les pétroliers et les cargos devaient devenir des objectifs principaux. À cette époque, les problèmes techniques des torpilles avaient été corrigés et les commandants les moins agressifs avaient été remplacés. Le résultat fut immédiat. Rien qu'en cette année, plus de 600 navires japonais furent envoyés au fond de la mer, totalisant près de 2,7 millions de tonnes. Les chiffres mensuels reflétaient l'impact. En juillet, plus de 200 000 tonnes furent perdues. En août, le chiffre a dépassé les 240 000. En septembre, il a de nouveau dépassé les 180 000. La baisse ultérieure n'indiquait pas une pression moindre, mais qu'il restait moins de navires disponibles pour attaquer. Le Japon avait commencé la guerre en ayant besoin d'environ 10 millions de tonnes de transport maritime pour soutenir son économie. En 1941, il ne comptait qu'un peu plus de 6 millions sous son pavillon. Les conquêtes initiales avaient ajouté une certaine capacité, mais pas suffisante. Avec le passage des années, le déséquilibre est devenu insoutenable. Au début de 1945, le tonnage disponible s'était réduit à un peu plus de 2,5 millions. Une grande partie de la flotte marchande restante était dispersée ou endommagée, et une portion considérable des pétroliers restait immobilisée sans possibilité de remplir sa fonction d'origine. Le problème du pétrole était central. Le Japon avait besoin d'entre 6 et 7 millions de tonnes annuelles pour maintenir sa machine de guerre. La production interne atteignait à peine une fraction minimale de cette quantité. Les réserves de l'Asie du Sud-Est avaient été l'un des objectifs stratégiques qui ont impulsé l'expansion initiale. Ces champs pouvaient produire des volumes suffisants, mais le véritable obstacle était de transférer le brut jusqu'aux raffineries japonaises et ensuite de distribuer les carburants vers les fronts de combat. Le transport était le goulot d'étranglement. Les sous-marins et avions alliés ont attaqué avec une insistance particulière les pétroliers. En décembre de 1944, une seule patrouille sous-marine a réussi à détruire plusieurs navires-citernes qui transportaient 100 000 barils chacun. Ce mois-là, seule une partie minimale du carburant planifié est arrivée sur le territoire japonais. En mars de 1945, aucun pétrolier n'a réussi à terminer le trajet jusqu'aux îles principales. L'effet accumulé fut dévastateur. L'interruption du commerce n'a pas seulement affecté le carburant. Les importations de charbon, de minerais de fer, de caoutchouc et de fertilisants ont chuté de manière abrupte. En 1941, les chiffres étaient élevés. En 1944, ils s'étaient réduits drastiquement. En 1945, ils se sont effondrés jusqu'à des niveaux presque symboliques. Les usines qui dépendaient de matières premières externes ont commencé à se paralyser.
l'effort pour disperser l'industrie, en tentant de la protéger des attaques aériennes, a fini par générer plus de désorganisation que de protection. Transférer des machines et du personnel vers des installations improvisées, sans infrastructure suffisante, a réduit l'efficacité au lieu de l'augmenter. La main-d'œuvre souffrait également. Après une décennie de guerre continue, la population travailleuse était épuisée. Les journées étaient longues et l'inflation avait érodé les salaires. La pénurie de nourriture obligeait beaucoup de gens à abandonner temporairement leur poste pour chercher des provisions. Les rapports ultérieurs ont souligné que la chute de la production industrielle durant le printemps de 1945 fut abrupte. Entre mars et avril, la fabrication d'armements a baissé de façon significative, et dans les mois suivants, elle a continué de baisser jusqu'à atteindre approximativement la moitié du maximum enregistré l'automne précédent. À cette détérioration économique s'est ajoutée une autre forme de pression. À la fin de 1944, les bases aériennes américaines dans les Mariannes ont commencé à opérer régulièrement. Saipan, Tinian et Guam avaient été sécurisés après d'intenses combats durant l'été. Depuis ces îles, à environ 1500 km de Honshu, les nouveaux bombardiers B-29 pouvaient atteindre le territoire japonais sans besoin d'escales intermédiaires. Le 1er novembre 1944, l'un de ces appareils a survolé Tokyo en mission de reconnaissance photographique. La population a observé en silence la trace blanche dans le ciel. Il n'y eut pas de bombe ce jour-là, seulement la confirmation que l'ennemi pouvait atteindre le cœur du pays. Peu après ont commencé les premières incursions avec charges explosives. Le 24 novembre, une centaine de B-29 a décollé avec l'objectif d'attaquer une usine de moteurs aéronautiques au nord de la capitale. Les conditions en altitude ont surpris les équipages. Des vents de grande vitesse, inconnus jusqu'alors par l'aviation stratégique, ont altéré la précision des bombardements. Seule une partie des avions a réussi à impacter l'objectif prévu. De nombreux projectiles sont tombés sur des zones industrielles proches. Cette expérience a révélé des difficultés techniques qui ont obligé à réviser tactiques et procédures. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, le haut commandement japonais analysait la situation. Au quartier général impérial, on discutait des plans pour renforcer la défense du territoire national. Les pertes dans le Pacifique avaient réduit la capacité offensive de la marine. L'attention s'est centrée sur la préparation de l'armée et la mobilisation des ressources à l'intérieur des îles principales. On étudiait des déploiements de troupes, la réorganisation d'unités et l'utilisation des infrastructures existantes. L'accent était mis sur la conservation de ce qui restait et l'anticipation d'un affrontement direct sur son propre sol. La pression sous-marine a été complétée par le minage aérien des eaux intérieures. Des opérations dirigées contre des détroits clés ont restreint encore davantage le mouvement des navires. Le détroit de Shimonoseki, point vital pour la communication entre les mers intérieures et l'extérieur, est resté pratiquement bloqué. Les navires endommagés avaient des difficultés même pour atteindre les chantiers de réparation. Le trafic côtier a subi des retards constants. Des marchandises qui se déplaçaient auparavant par mer devaient être transportées maintenant par chemin de fer, saturant un réseau déjà sollicité au maximum. Au début de 1945, l'effet combiné du blocus sous-marin, du minage aérien et des premières campagnes de bombardement avait créé un encerclement presque total autour de l'archipel. La flotte marchande restante évitait les traversées longues par crainte de pertes certaines. Les commandants étaient conscients que chaque envoi pouvait se transformer en un sacrifice inutile. La marine impériale manquait d'escortes suffisantes et ses méthodes anti-sous-marines étaient limitées. Le résultat fut un isolement progressif des îles principales par rapport aux territoires continentaux. La capacité d'influer sur le cours de la guerre depuis la mer s'est réduite de manière drastique. Les grands navires de surface pouvaient à peine opérer par manque de carburant. Les priorités sont passées à la défense directe du territoire. Les villes n'avaient pas encore subi la dévastation massive qui arriverait plus tard, mais l'infrastructure économique montrait déjà des signes d'épuisement. Les chiffres d'importation, de production et de transport reflétaient une baisse continue. Dans ce contexte, l'hiver de 1944 à 1945 a trouvé le Japon dans une situation précaire. Le pays disposait encore de forces armées significatives et maintenait des positions en Asie continentale, mais la base matérielle qui soutenait l'effort de guerre s'érodait rapidement. Les décisions prises dans les mois précédents, tant par ceux qui organisaient le blocus que par ceux qui tentaient d'y résister,
avait configuré un scénario dans lequel chaque tonne de carburant, chaque chargement de matières premières et chaque avion qui décollait depuis les Mariannes faisait partie d'une pression constante. Le siège ne s'exprimait pas seulement par des combats visibles. Il se manifestait par des usines qui réduisaient les horaires, par des trains chargés de matériaux rares, par des navires qui restaient ancrés par manque de protection. De l'extérieur, les sous-marins et les bombardiers agissaient avec une régularité croissante. De l'intérieur, les autorités militaires et civiles tentaient de réorganiser des ressources limitées pour soutenir la défense du territoire. L'équilibre s'inclinait lentement, alors que le pays affrontait un isolement qui affectait tant sa capacité industrielle que sa vie quotidienne. La guerre aérienne change, le tournant de mai. Quand les bombardiers ont commencé à opérer de manière soutenue depuis les Mariannes, l'idée centrale restait la même que celle qui avait guidé la campagne aérienne en Europe. Attaquer des installations clés avec précision pour paralyser l'industrie militaire japonaise. Cette doctrine avait été formulée des années auparavant et défendue par des officiers qui croyaient que détruire des usines spécifiques pouvait briser la capacité de combat d'un pays sans nécessité de raser des villes entières. Dans le Pacifique, le responsable de l'application de cette approche était le général Haywood Ansell, un convaincu du bombardement sélectif. Les premières opérations ont montré clairement que la théorie affrontait des obstacles pratiques énormes. Les équipages volaient à haute altitude pour éviter les défenses anti-aériennes et les chasseurs ennemis, mais dans ces couches supérieures de l'atmosphère, ils ont rencontré des courants de vent extrêmement rapides qui altéraient complètement la trajectoire des bombes. À des vitesses proches de 130 ou 140 000 par heure, ces vents déplacèrent les appareils et faisaient tomber les projectiles loin de l'objectif prévu. À cela s'ajoutaient des nuages persistants qui couvraient de vastes zones industrielles, ce qui obligeait à recourir au radar, un système qui à ce moment-là n'offrait pas l'exactitude nécessaire pour frapper des cibles petites avec régularité. Les chiffres des résultats ne satisfaisaient pas Washington. On envoyait des dizaines d'avions qui revenaient avec des impacts dispersés ou des dommages limités. Les pertes par défaillance mécanique, climat adverse et erreurs opérationnelles restaient élevées. Le B-29 était un appareil avancé, mais il traînait encore des problèmes techniques, des moteurs qui surchauffaient, des pannes électriques et des difficultés lors de vols longs. Le rendement général ne correspondait pas à l'ampleur des ressources investies dans le programme. Durant l'été et l'automne de 1944, un débat interne s'était déjà produit sur l'opportunité de maintenir les opérations depuis les bases chinoises. L'effort logistique nécessaire pour approvisionner ces aérodromes à travers l'Himalaya consommait d'énormes quantités de carburant et de temps. Curtis LeMay, qui avait assumé le commandement du 20e Bomber Command dans cette région, a observé de première main combien ce système s'avérait inefficace. Chaque mission exigeait de multiples vols de transport préalables seulement pour accumuler le carburant nécessaire. Les opérations, selon ses propres rapports, ne pouvaient pas être soutenues de manière efficace dans ces conditions. LeMay avait la réputation d'être un commandant pratique, concentré sur les résultats. En Europe, il avait démontré sa capacité à organiser des formations, améliorer les procédures et augmenter l'efficacité des attaques. Sa réputation a grandi rapidement et il fut promu avec rapidité. À la fin de 1944, alors que les difficultés dans les Mariannes devenaient évidentes, l'idée commença à se former à Washington qu'un changement de leadership était nécessaire. En janvier 1945, le général Loris Norstad est arrivé à Guam avec des ordres directs du général Henry Arnold. Ansell serait relevé du commandement du 21e Bomber Command et remplacé par LeMay. La décision reflétait une perte de confiance dans la stratégie appliquée jusqu'alors. Il ne s'agissait pas uniquement de chiffres insatisfaisants, mais de la crainte que le programme du B-29 ne soit décrédibilisé s'il ne produisait pas d'effet visible. LeMay a pris possession de ses fonctions à la fin de janvier. Il a trouvé une force nombreuse en hommes et en avions, mais avec un moral bas et des procédures qu'il considérait comme inefficaces. Dans ses premiers rapports, il a décrit un état-major peu efficace et des unités qui, à son avis, travaillaient sans une approche claire. Il a ordonné un programme intensif d'entraînement. Il a exigé une plus grande discipline dans la navigation, dans l'usage du radar et dans la coordination entre les équipages. Il a augmenté la charge utile par avion en éliminant une partie de l'armement défensif qu'il considérait comme inutile face à une opposition aérienne japonaise qu'il a évaluée comme limitée. Tout en réorganisant la force, il a examiné les résultats des mois précédents.
Les rapports indiquaient que les attaques de précision à haute altitude ne produisaient pas de dommages proportionnels à l'effort investi. En décembre 1944, un document interne avait déjà admis que la 20e Air Force n'était pas capable de bombarder avec efficacité de petits objectifs par radar. Les prévisions météorologiques indiquaient par ailleurs que le mauvais temps sur l'archipel persisterait pendant des mois. Dans ces conditions, maintenir la même méthode promettait des résultats similaires. En parallèle, à Washington et dans divers comités d'analyse, on discutait ouvertement de la vulnérabilité des villes japonaises au feu. Des études préalables avaient souligné la haute concentration industrielle dans des zones urbaines densément peuplées où ateliers, entrepôts et petites usines étaient intégrés dans des quartiers résidentiels. On examinait des photographies, des plans et même des détails de construction domestique pour évaluer comment ces environnements réagiraient face à des attaques incendiaires. Des tests réalisés dans des installations expérimentales ont confirmé l'efficacité de nouveaux dispositifs comme la bombe M69, équipée d'un gel inflammable qui se dispersait lors de l'impact et générait des incendies difficiles à contrôler. Les ordres ont commencé à refléter ce changement d'approche. Bien que la priorité officielle mentionnât toujours la destruction de l'industrie aéronautique, des attaques de zone étaient autorisées comme faisant partie de l'effort général. Pour Lemay, la question a cessé d'être théorique. Il avait besoin de trouver une façon d'employer la force sous son commandement de manière à produire des résultats tangibles. En février, il a ordonné plusieurs missions qui combinaient explosifs et incendiaires. Il a observé qu'à moindre altitude, la précision s'améliorait et que les vents intenses des couches supérieures avaient moins d'influence. Il a également vérifié que la défense japonaise, du moins dans certaines zones, ne représentait pas l'obstacle qui avait été craint initialement. Les pertes n'augmentaient pas de façon disproportionnée quand les profils de vol étaient modifiés. Au début de mars, il a écrit à Washington en indiquant qu'il développait des méthodes radicales pour employer la force disponible. L'idée centrale consistait à abandonner le bombardement diurne à haute altitude comme formule dominante et à adopter des attaques nocturnes à moindre altitude, en concentrant de grandes quantités d'incendiaires sur des zones industrielles urbaines. Pour cela, il était nécessaire d'ajuster les tactiques, éliminer le poids superflu dans les appareils, redéfinir les formations, établir des avions guides qui marqueraient le point de départ et coordonner les vagues pour maximiser la propagation du feu. Le changement ne fut pas accueilli avec enthousiasme par tous les équipages. Voler de nuit, à moindre altitude et avec moins d'armement défensif, générait de l'inquiétude. Certains pilotes craignaient que la décision n'augmentât les risques inutiles. Cependant, Lemay a insisté sur le fait que les données disponibles montraient une menace aérienne japonaise limitée et que la véritable inefficacité résidait dans la dispersion des impacts causés par le vent et le climat. La transformation doctrinale fut ainsi définie. Au lieu de tenter de neutraliser des installations individuelles avec des attaques précises qui dépendèrent de conditions idéales, l'objectif passerait à la destruction large de zones où l'industrie était intégrée dans le tissu urbain. L'expérience britannique en Europe offrait un précédent. Dans le Pacifique, la direction de l'effort incombait désormais à un commandant disposé à modifier les méthodes jusqu'à obtenir l'effet recherché. À mesure que l'on ajustait les plans et que l'on accumulait les bombes incendiaires dans les bases des Mariannes, la guerre aérienne sur le Japon entrait dans une nouvelle phase. La combinaison de pression politique, de limitation technique du bombardement de précision et d'analyse détaillée de la structure industrielle japonaise avait mené à un tournant stratégique. Le 21e Bomber Command, sous son nouveau commandement, se préparait à appliquer une approche différente, appuyée par une évaluation froide des résultats précédents et par la conviction que la campagne devait s'intensifier de manière décisive. Opération Meeting House, la nuit où Tokyo fut incendiée. Au début de mars 1945, dans les îles Mariannes, le 21e Bomber Command a fini d'ajuster une opération qui marquerait un point d'inflexion dans la campagne aérienne contre le Japon. L'évaluation des résultats des mois précédents était claire. La dispersion provoquée par les vents en altitude, ainsi que la fragmentation industrielle japonaise en milliers d'ateliers insérés dans des quartiers résidentiels, faisait que l'impact des attaques de précision était limité. La nouvelle approche partait d'une prémisse différente. Si l'industrie japonaise était dispersée dans des structures légères intégrées dans des zones urbaines denses, alors la façon la plus efficace de la paralyser était d'incendier ces zones entières.
Tokyo fut sélectionné comme objectif principal non par symbolisme, mais par sa concentration productive et sa densité de construction. De vastes zones de l'est de la ville étaient formées de logements et de petits ateliers en bois et en papier, avec des rues étroites qui facilitaient la propagation du feu. Le planning opérationnel fut conçu avec précision. Les premiers avions qui décolleraient ne transporteraient pas la plus grande charge explosive, mais des bombes de marquage. Leur fonction serait de délimiter une zone rectangulaire sur laquelle le reste de la force concentrerait les largages. Un modèle d'approche fut établi dans lequel chaque escadron suivrait des couloirs définis, évitant les interférences dans le trafic aérien nocturne. Pour maximiser la charge incendiaire, le MEI a autorisé le retrait d'une grande partie de l'armement défensif des B-29. Le nombre de mitrailleuses fut réduit et le poids inutile fut éliminé. La décision impliquait un risque calculé. Ils voleraient à une altitude moindre, entre 5000 et 8000 pieds, à la portée potentielle de l'artillerie antiaérienne, mais l'expérience indiquait que la capacité d'interception japonaise était limitée et le carburant rare. Les bombes sélectionnées étaient principalement des M69, de petits cylindres incendiaires chargés de napalm. Chaque bombe conteneur libérait des dizaines de sous-munitions qui, lors de l'impact, traversaient les toitures légères et dispersaient une substance gélatineuse qui adhérait aux surfaces et continuait de brûler même sur des matériaux humides. On inclut aussi des bombes M47 de plus grande taille pour déclencher des foyers initiaux plus intenses. La nuit du 9 mars commença par le décollage échelonné depuis Tinian, Saipan et Guam. Plus de 300 B-29 entamèrent la traversée sur le Pacifique. La route tracée les mena vers le nord-ouest, montant initialement à une altitude sûre, puis descendant progressivement avant d'atteindre la plaine de Kanto. Le vol nocturne réduisait la précision défensive japonaise et facilitait la surprise relative. À Tokyo, les sirènes commencèrent à retentir peu après minuit. La population était habituée à des alertes fréquentes, bien que beaucoup d'incursions précédentes n'eussent pas produit de dommages dévastateurs. Des brigades locales de défense civile, composées de volontaires et de personnel municipal, se préparèrent avec des équipements de base. Des pompes manuelles, des seaux d'eau, des crochets pour démolir les structures en flammes. À 0h08, les premiers marqueurs tombèrent sur le district désigné. Depuis les airs, les équipages observèrent comment de petits points lumineux définissaient le périmètre. En quelques minutes, la première vague principale commença le largage systématique d'incendiaires suivant le modèle rectangulaire planifié. Entre 0h15 et 0h30, des centaines de sous-munitions pénétrèrent les toits et les murs. Dans les habitations en bois, les feux se propagèrent presque immédiatement. Le napalm glissait sur les tatamis et les poutres, s'enflammant rapidement. Les résidents tentaient d'éteindre les premiers foyers avec de l'eau, mais la quantité simultanée d'incendies a débordé toute réponse coordonnée. À 0h40, de nouvelles formations entrèrent dans le couloir d'attaque. Depuis la basse altitude, les équipages voyèrent déjà de multiples colonnes de fumée s'élever. La visibilité, illuminée par les incendies initiaux, facilitait l'identification des zones encore intactes. Les bombes continuèrent de tomber avec régularité. Des témoignages recueillis ultérieurement par les autorités japonaises décrivent des scènes de chaos croissant. Certains survivants ont raconté comment l'air a commencé à bouger avec une violence inhabituelle, alimentant les flammes qui avançaient de maison en maison. Des familles entières tentèrent de s'échapper vers des espaces ouverts ou vers le fleuve Sumida. D'autres cherchèrent refuge dans des tranchées antiaériennes qui furent bientôt saturées. Entre 1h0 et 2h0 du matin, l'accumulation de foyers a généré un phénomène différent de celui des incendies isolés. La chaleur massive a provoqué des courants ascendants qui aspiraient l'air vers le centre de la zone affectée. Le vent, qui en surface pouvait être ressenti comme des rafales intenses, poussait des braises incandescentes à travers les rues et les toits. Les brigades contre les incendies furent frappées d'incapacité. Les tuyaux d'eau se rompirent sous la chaleur et la pression. Les véhicules d'urgence ne pouvaient pas avancer sur des voies bloquées par des décombres et des foules. Dans certains secteurs, la température a atteint des niveaux qui empêchèrent de s'approcher à moins de plusieurs mètres des structures en flammes. Vers 2h30, des pâtés de maisons entiers étaient enveloppés dans un feu continu. Certains récits décrivent des personnes qui tentaient de traverser des avenues ouvertes seulement pour se retrouver face à des rafales d'air chaud qui renversaient ceux qui couraient. Sur les rives du Sumida, des milliers de personnes s'entassaient en cherchant protection.
Beaucoup se jetèrent à l'eau. D'autres restèrent piégés par la pression de la foule. Depuis les airs, les pilotes rapportèrent des turbulences provoquées par des courants thermiques ascendants. La surface de la ville semblait une étendue lumineuse uniforme. Le modèle d'attaque avait atteint son objectif, créer une bande compacte d'incendies interconnectés. À l'aube, l'ampleur des dommages était visible. Des secteurs entiers de l'est de Tokyo étaient réduits à des décombres fumants. Le bilan préliminaire indiquait que des dizaines de milliers de bâtiments avaient été détruits. Les estimations ultérieures ont situé le chiffre des morts dans une fourchette supérieure à 100 000 personnes, bien que les décomptes aient varié en raison de la difficulté d'identification immédiate. Du point de vue militaire américain, les rapports opérationnels ont souligné l'efficacité de la méthode. Les pertes de B-29 furent relativement basses en comparaison avec l'ampleur du dommage infligé. Le commandement a conclu que la combinaison de basse altitude, de concentration massive d'incendiaires et de retrait de l'armement défensif avait produit des résultats supérieurs à ceux obtenus dans les mois précédents. Des analyses stratégiques ultérieures ont souligné que la zone dévastée incluait des milliers de petits ateliers qui faisaient partie du réseau industriel japonais. La destruction ne s'est pas limitée à des installations identifiées individuellement, mais a affecté la structure productive intégrée dans le tissu urbain. Alors que les incendies s'éteignaient lentement dans les jours suivants, Tokyo présentait un paysage transformé. Des rues entières avaient disparu. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvèrent sans abri. Les autorités locales tentaient de réorganiser les services de base au milieu d'une dévastation sans précédent dans la campagne aérienne jusqu'à ce moment. Dans les Mariannes, l'opération fut enregistrée comme un modèle reproductible. L'expérience du 9 et 10 mars fut incorporée à la planification des missions ultérieures contre d'autres villes japonaises, consolidant un modèle qui avait démontré sa capacité à générer une destruction urbaine à grande échelle par une seule incursion concentrée. L'archipel sous attaque, villes et ports s'effondrent. À partir de mars 1945, la campagne aérienne américaine a adopté de manière systématique la destruction des zones urbaines comme axe central de son offensive contre le Japon. Avec la nouvelle approche déjà en place, le commandement du 21e Bomber Command a élargi la liste des objectifs stratégiques au-delà de la capitale. Le grand objectif suivant fut Osaka. La ville n'était pas seulement un centre commercial important, mais un nœud industriel avec des usines d'acier, de machines lourdes, de produits chimiques et un vaste réseau d'ateliers sous-traitants. Sa configuration urbaine en faisait un objectif adéquat pour l'application de la méthode déjà employée à Tokyo. Lors des attaques lancées contre Osaka durant mars et avril, les formations de B-29 ont reproduit le schéma déjà testé. Approche nocturne, descente à altitude moyenne-basse, largage concentré d'incendiaires et retrait sans prolonger la permanence sur l'objectif. Les vagues ne cherchaient pas un bâtiment concret, mais à saturer des zones entières. En quelques heures, de vastes surfaces furent enveloppées de flammes. Les rapports ultérieurs ont indiqué que les secteurs industriels et résidentiels restèrent intégrés dans un même périmètre de destruction. Les défenses japonaises ont répondu avec de l'artillerie antiaérienne, mais le manque de carburant et la disponibilité limitée d'intercepteurs ont réduit leur efficacité. Les pertes américaines furent réduites en proportion du dommage causé. Dans l'analyse interne du commandement aérien, Osaka a confirmé que la méthode pouvait être appliquée de façon répétée avec des résultats consistants. Kobe fut le grand objectif suivant. Ville portuaire et centre de construction navale, elle abritait des chantiers navals, des entrepôts et des usines liées à la production maritime. Là aussi, la ligne de démarcation entre les installations industrielles et les logements était ténue. Les attaques incendiaires ont généré des incendies qui se sont propagés rapidement parmi les structures légères. De vastes zones du port et des quartiers ouvriers furent rasés. Des témoignages japonais recueillis après la guerre décrivent des colonnes de fumée visibles à des kilomètres de distance et des rues transformées en couloirs de feu. Les brigades contre les incendies ont tenté de créer des pare-feux en démolissant des habitations, mais l'intensité des foyers a dépassé les ressources disponibles. Le système urbain, déjà sous tension après des mois de pénurie, n'a pas pu répondre de manière coordonnée. Nagoya, centre clé de l'industrie aéronautique japonaise, fut frappé avec la même logique. On y trouvait des usines liées à la production de moteurs et de composants d'aviation.
Cependant, une bonne partie de la manufacture dépendait de petits ateliers familiaux, intégrés dans des districts densément peuplés. L'archipel sous attaque, villes et ports s'effondrent. À partir de mars 1945, la campagne aérienne américaine a adopté de manière systématique la destruction des zones urbaines comme axe central de son offensive contre le Japon. Avec la nouvelle approche déjà en place, le commandement du 21e Bomber Command a élargi la liste des objectifs stratégiques au-delà de la capitale. Le grand objectif suivant fut Osaka. La ville n'était pas seulement un centre commercial important, mais un nœud industriel avec des usines d'acier, de machines lourdes, de produits chimiques et un vaste réseau d'ateliers sous-traitants. Sa configuration urbaine en faisait un objectif adéquat pour l'application de la méthode déjà employée à Tokyo. Lors des attaques lancées contre Osaka durant mars et avril, les formations de B-29 ont reproduit le schéma déjà testé. Approche nocturne, descente à altitude moyenne-basse, largage concentré d'incendiaires et retrait sans prolonger la permanence sur l'objectif. Les vagues ne cherchaient pas un bâtiment concret, mais à saturer des zones entières. En quelques heures, de vastes surfaces furent enveloppées de flammes. Les rapports ultérieurs ont indiqué que les secteurs industriels et résidentiels restèrent intégrés dans un même périmètre de destruction. Les défenses japonaises ont répondu avec de l'artillerie antiaérienne, mais le manque de carburant et la disponibilité limitée d'intercepteurs ont réduit leur efficacité. Les pertes américaines furent réduites en proportion du dommage causé. Dans l'analyse interne du commandement aérien, Osaka a confirmé que la méthode pouvait être appliquée de façon répétée avec des résultats consistants. Kobe fut le grand objectif suivant. Ville portuaire et centre de construction navale, elle abritait des chantiers navals, des entrepôts et des usines liées à la production maritime. Là aussi, la ligne de démarcation entre les installations industrielles et les logements était ténue. Les attaques incendiaires ont généré des incendies qui se sont propagés rapidement parmi les structures légères. De vastes zones du port et des quartiers ouvriers furent rasés. Des témoignages japonais recueillis après la guerre décrivent des colonnes de fumée visibles à des kilomètres de distance et des rues transformées en couloirs de feu. Les brigades contre les incendies ont tenté de créer des pare-feux en démolissant des habitations, mais l'intensité des foyers a dépassé les ressources disponibles. Le système urbain, déjà sous tension après des mois de pénurie, n'a pas pu répondre de manière coordonnée. Nagoya, centre clé de l'industrie aéronautique japonaise, fut frappé avec la même logique. On y trouvait des usines liées à la production de moteurs et de composants d'aviation. Cependant, une bonne partie de la manufacture dépendait de petits ateliers familiaux, intégrés dans des districts densément peuplés. Le bombardement incendiaire a affecté tant les installations principales que ce réseau dispersé de production. La répétition du modèle dans plusieurs villes a consolidé un phénomène cumulatif. Il ne s'agissait pas uniquement de détruire des bâtiments, mais de désarticuler la structure qui connectait manufacture, transport et distribution. Chaque attaque réduisait la capacité de récupération du système économique général. Les autorités japonaises tentaient de redistribuer la production vers des zones moins affectées, mais la pression aérienne constante rendait difficile toute réorganisation stable. Parallèlement à la campagne incendiaire, une opération différente s'est intensifiée, opérant sur l'infrastructure maritime. La force aérienne américaine a commencé à semer des mines dans les ports, les détroits et les routes côtières internes. Cette campagne, conçue pour bloquer le trafic maritime japonais, a affecté non seulement les grands ports commerciaux, mais aussi les accès secondaires utilisés pour le transport régional. Les mines aériennes étaient relancées avec précision sur les canaux et les bouches d'entrée portuaires. Leur effet fut immédiat. Les navires marchands commencèrent à éviter les routes habituelles par crainte d'explosion. Le transport de charbon depuis Hokkaido vers les zones industrielles du sud devint irrégulier. Le mouvement de riz et d'autres aliments vers les centres urbains subit des interruptions croissantes. La combinaison de l'activité sous-marine américaine et du minage aérien a réduit drastiquement la capacité de la marine marchande japonaise. Les navires qui survivaient à l'attaque aérienne affrontèrent maintenant des risques constants dans les eaux côtières. Le réseau logistique interne commença à se fragmenter de façon visible. L'échange entre les régions agricoles et industrielles a ralenti jusqu'à des niveaux critiques. Des rapports interceptés par le renseignement américain, incluant le trafic décrypté par le système MAGIC, indiquaient des difficultés croissantes dans l'attribution des ressources,
Des communications internes reflétaient des problèmes de carburant, des retards de transport et une tension dans la distribution des aliments. Ces signaux ont renforcé à Washington la perception que la pression combinée produisait des effets structurels. Dans les villes affectées, l'impact civil fut profond. Des millions de personnes se retrouvèrent sans logement après des vagues successives d'attaques. Les refuges improvisés et les déplacements vers les zones rurales devinrent fréquents. Des hôpitaux saturés traitaient des blessés par brûlures, fractures et effondrements structurels. L'infrastructure sanitaire, endommagée ou insuffisante, pouvait à peine répondre. Les rations officielles ont baissé progressivement. Projet Manhattan, l'arme qui a changé l'équilibre. L'origine du programme qui a culminé dans l'arme nucléaire remonte à 1938, quand les scientifiques allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann ont identifié le phénomène de fission nucléaire dans l'uranium. Lise Meitner et Otto Frisch ont interprété correctement le processus. En divisant le noyau, ils libéraient une quantité extraordinaire d'énergie. L'implication militaire ne tarda pas à apparaître dans l'esprit des physiciens européens qui avaient fui le nazisme. En août 1939, Léo Szilard a rédigé une lettre signée par Albert Einstein adressée au président Franklin D. Roosevelt. Le document avertissait que l'Allemagne pouvait tenter de développer une bombe basée sur la réaction en chaîne de l'uranium. La lettre n'affirmait pas qu'une telle arme existât, mais que la physique démontrait sa possibilité. Roosevelt a autorisé des études préliminaires sous le comité consultatif sur l'uranium. Durant les premières années, le travail fut dispersé et d'échelle limitée. Cependant, après l'entrée des États-Unis dans la guerre en décembre 1941 et l'évaluation du renseignement sur les recherches allemandes, le programme a acquis une priorité stratégique. En septembre 1942, l'armée a assumé le contrôle formel. Le général Leslie R. Groves fut désigné pour diriger le projet, qui a reçu le nom administratif de Manhattan Engineer District. Groves a réorganisé la structure avec des critères militaires. Il a sélectionné comme directeur scientifique J. Robert Oppenheimer, qui a établi le laboratoire central à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Là s'est concentrée une équipe qui incluait des physiciens comme Enrico Fermi, Hans Bethe, Edward Teller et Richard Feynman. Le défi consistait à transformer des équations théoriques en un dispositif opérationnel capable de libérer de l'énergie de manière contrôlée jusqu'au moment de la détonation. 2 routes techniques se sont développées en parallèle. La première s'est concentrée sur l'uranium-235. Le problème principal était que l'uranium naturel contient à peine environ 0,7% de cet isotope fissile. Pour obtenir des quantités utiles, il était nécessaire de le séparer de l'uranium-238. À Oak Ridge, au Tennessee, des installations gigantesques furent construites, employant 3 méthodes différentes: diffusion gazeuse, séparation électromagnétique et diffusion thermique. Le complexe IAI-12 a utilisé d'énormes calutrons électromagnétiques. Le K25, une usine de diffusion gazeuse de plus d'un demi-kilomètre de long, a requis une consommation électrique comparable à celle d'une ville moyenne. Le second chemin fut le plutonium-239. Cet élément ne se trouvait pas à l'état naturel en quantités utilisables et devait être produit artificiellement dans des réacteurs nucléaires. À Hanford, à Washington, furent construits les premiers réacteurs industriels du monde. Des barres d'uranium étaient irradiées puis traitées chimiquement pour extraire le plutonium. L'usine a requis des installations de séparation à distance en raison de l'intense radioactivité du matériau. Le design de l'arme basée sur l'uranium a adopté le système de type canon. Dans ce modèle, une masse sous-critique d'U-235 était propulsée par des explosifs conventionnels vers une autre masse, formant instantanément une configuration supercritique qui initiait la réaction en chaîne. Les calculs indiquaient que ce mécanisme avait une haute probabilité de fonctionner sans besoin de tests préalables. Le plutonium a présenté des difficultés supplémentaires. Les impuretés générées dans le réacteur rendaient inviable la méthode de type canon. Les scientifiques ont alors développé le système d'implosion. Au lieu d'unir 2 masses, on comprimait une sphère de plutonium par des charges explosives disposées selon une géométrie précise. L'objectif était d'obtenir une compression symétrique qui augmenta la densité jusqu'à atteindre l'état supercritique. Pour cela, des détonateurs électriques synchronisés avec une précision de microsecondes ont été conçus. Le coût total du projet a dépassé les 2,0 milliards de dollars de l'époque.
Plus de 125 000 personnes ont participé à différents niveaux sans connaître le but final. Les installations furent réparties délibérément dans des zones isolées, sous de strictes mesures de sécurité et de compartimentation de l'information. En juillet 1945, le design d'implosion était prêt pour le test. L'essai a reçu le nom de code Trinity. Le dispositif fut placé au sommet d'une tour en acier d'environ 30 mètres dans le désert d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique. À 5h29 45 secondes du matin le 16 juillet, la détonation a produit une explosion dont le rendement a été estimé à approximativement 20 kilotonnes de TNT. La boule de feu est montée rapidement et a généré un nuage en forme de champignon visible à grande distance. Des instruments ont enregistré des données sur la pression, la température et la radiation. Le succès a confirmé que le design d'implosion fonctionnait comme prévu. Pour Groves et Oppenheimer, l'incertitude technique était levée. En avril 1945, après la mort de Roosevelt, Harry S. Truman a assumé la présidence sans connaissance détaillée du programme. Il en fut informé formellement peu après son investiture. Durant la conférence de Potsdam, en juillet, il a reçu un message chiffré communiquant que le test avait été satisfaisant. À partir de ce moment, la nouvelle arme a cessé d'être une possibilité théorique et est devenue une option militaire disponible. Avant Trinity, le gouvernement avait constitué ce qu'on appelait le comité intérimaire. Cet organe incluait le secrétaire à la guerre, Projet Manhattan, l'arme qui a changé l'équilibre. L'origine du programme qui a culminé dans l'arme nucléaire remonte à 1938, quand les scientifiques allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann ont identifié le phénomène de fission nucléaire dans l'uranium. Lise Meitner et Otto Frisch ont interprété correctement le processus. En divisant le noyau, ils libéraient une quantité extraordinaire d'énergie. L'implication militaire ne tarda pas à apparaître dans l'esprit des physiciens européens qui avaient fui le nazisme. En août 1939, Léo Szilard a rédigé une lettre signée par Albert Einstein adressée au président Franklin D. Roosevelt. Le document avertissait que l'Allemagne pouvait tenter de développer une bombe basée sur la réaction en chaîne de l'uranium. La lettre n'affirmait pas qu'une telle arme existât, mais que la physique démontrait sa possibilité. Roosevelt a autorisé des études préliminaires sous le comité consultatif sur l'uranium. Durant les premières années, le travail fut dispersé et d'échelle limitée. Cependant, après l'entrée des États-Unis dans la guerre en décembre 1941 et l'évaluation du renseignement sur les recherches allemandes, le programme a acquis une priorité stratégique. En septembre 1942, l'armée a assumé le contrôle formel. Le général Leslie R. Groves fut désigné pour diriger le projet, qui a reçu le nom administratif de Manhattan Engineer District. Groves a réorganisé la structure avec des critères militaires. Il a sélectionné comme directeur scientifique J. Robert Oppenheimer, qui a établi le laboratoire central à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Là s'est concentrée une équipe qui incluait des physiciens comme Enrico Fermi, Hans Bethe, Edward Teller et Richard Feynman. Le défi consistait à transformer des équations théoriques en un dispositif opérationnel capable de libérer de l'énergie de manière contrôlée jusqu'au moment de la détonation. 2 routes techniques se sont développées en parallèle. La première s'est concentrée sur l'uranium-2-135. Le problème principal était que l'uranium naturel contient à peine environ 0,7% de cet isotope fissile. Pour obtenir des quantités utiles, il était nécessaire de le séparer de l'uranium-238. À Oak Ridge, au Tennessee, des installations gigantesques furent construites, employant 3 méthodes différentes: diffusion gazeuse, séparation électromagnétique et diffusion thermique. Projet Manhattan, l'arme qui a changé l'équilibre. L'origine du programme qui a culminé dans l'arme nucléaire remonte à 1938, quand les scientifiques allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann ont identifié le phénomène de fission nucléaire dans l'uranium. Hiroshima, 8h15, détonation et onde de choc. Dans la nuit du 5 au 6 août 1945, sur la base aérienne de Northfield, à Tinian, l'opération fut présentée comme une mission spéciale au sein du 509e Composite Group. Le colonel Paul W. Tibbets a réuni l'équipage affecté au B-29 numéro 82. L'objectif était confirmé, Hiroshima. Les prévisions météorologiques indiquaient un ciel dégagé. L'avion choisi avait été baptisé cette même nuit du nom de Enola Gay.
À 2h45 du matin, le bombardier a commencé la course de décollage. Il portait une charge supérieure à 4 tonnes dans sa soute centrale. En plus de l'Enola Gay, d'autres B-29 décollèrent. Le Great Artist, chargé de l'instrumentation scientifique, et le Necessary Evil, destiné à la photographie et à l'observation. Avant cela, 3 appareils météorologiques étaient partis vers différents objectifs possibles pour confirmer la visibilité. L'équipage de l'Enola Gay incluait le major Thomas Ferriby comme bombardier, le capitaine William Parsons comme officier d'armement et le second lieutenant Maurice Jepson comme assistant technique. Parsons avait décidé de ne pas terminer l'armement total au sol. La procédure finale serait réalisée en vol pour réduire les risques. Durant le trajet au-dessus du Pacifique, l'avion a maintenu son altitude de croisière tout en se dirigeant vers Iwo Jima comme point de ralliement. Là, ils ont retrouvé les autres appareils de la mission. Une fois la position et l'état météorologique favorable confirmés sur Hiroshima, le groupe a avancé vers l'archipel japonais. En plein vol, Parsons et Jepson sont descendus dans la soute à bombe. Ils ont introduit les charges de poudre nécessaires pour activer le mécanisme interne du dispositif. Le processus fut réalisé avec des outils manuels et dans des conditions de stabilité contrôlées. Le système fut armé approximativement 30 minutes avant le largage. Hiroshima était le siège de la seconde armée générale japonaise et un point de concentration logistique. Son tracé urbain était formé par 6 rivières qui divisèrent la ville en de multiples secteurs plats, facilement identifiables depuis une grande hauteur. À la différence d'autres villes déjà bombardées intensément, Hiroshima avait subi des attaques limitées jusqu'à ce moment-là. Peu avant 8h00 du matin, l'Enola Gay a commencé l'approche finale. L'altitude s'est stabilisée à approximativement 31 000 pieds, un peu plus de 9 400 mètres. Le ciel était dégagé. Il n'y eut pas d'opposition aérienne significative. L'artillerie anti-aérienne a effectué quelques tirs dispersés sans précision. À 8h15 17 Ferriby a libéré le dispositif après avoir identifié le point de référence assigné. Le pont Aioi avec sa forme distinctive visible depuis les airs. Immédiatement après, Tibbets a exécuté un virage de presque 160 degrés pour s'éloigner à puissance maximale. La bombe est descendue pendant environ 43 secondes. À une hauteur approximative de 1900 pieds, environ 580 mètres au-dessus du sol, le mécanisme interne a initié la réaction en chaîne. L'explosion a libéré une énergie équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT, selon les estimations ultérieures. En une fraction de seconde, une boule de feu de plusieurs centaines de mètres de diamètre s'est formée. La température au centre a atteint plusieurs millions de degrés. La radiation thermique s'est propagée avec une intensité extrême. Les surfaces exposées en ligne directe ont absorbé assez d'énergie pour carboniser les matériaux. Les ombres des objets et des personnes sont restées imprimées sur les murs et les pavements en raison du contraste thermique instantané. Dans un rayon d'approximativement 1 km, les structures légères furent vaporisées ou écrasées. L'onde de choc a suivi immédiatement la lumière initiale. Le front de pression a avancé à une vitesse supersonique dans les premières phases. Les bâtiments en bois se sont effondrés presque complètement dans de vastes zones. Les constructions en béton armé ont subi la perte des fenêtres, des portes et des dommages structurels sévères. La pression a rompu les lignes électriques, a abattu les poteaux et a projeté des décombres à grande distance. Depuis l'Enola Gay, l'équipage a observé l'éclair blanc bleuté suivi par l'expansion d'une colonne ascendante. Le champignon a commencé à s'élever rapidement, atteignant plusieurs kilomètres de hauteur en quelques minutes. Des turbulences ont secoué l'avion en raison de l'onde expansive secondaire. Au sol, la séquence fut immédiate. Les personnes exposées à l'air libre ont subi des brûlures graves sur la peau découverte. Les vêtements clairs ont réfléchi une partie de la radiation, tandis que les tissus sombres ont absorbé davantage d'énergie thermique. Dans les bureaux et les usines, la pression a détruit les intérieurs et a piégé les occupants sous les poutres et les murs effondrés. Des incendies ont commencé à surgir en de multiples points presque en même temps. La combinaison de la chaleur initiale et des structures inflammables a généré des foyers indépendants qui se sont ensuite connectés. Dans les districts proches de l'épicentre, la destruction fut presque totale. Les communications furent interrompues. Les lignes téléphoniques cessèrent de fonctionner. Le quartier général de l'armée dans la ville subit des dommages sévères. Les autorités locales tentèrent d'organiser une réponse d'urgence, mais l'ampleur a dépassé la capacité disponible.
Durant les premières heures, des milliers de personnes se sont déplacées vers la périphérie en cherchant de l'eau et de l'assistance. Des hôpitaux furent endommagés et le personnel médical s'est vu débordé. Beaucoup de bâtiments officiels devinrent inutilisables. Les estimations initiales des victimes furent imprécises en raison du manque de registres immédiats. À Tinian, l'Enola Gay a atterri après avoir terminé la mission. Un message codé confirmant le succès fut transmis. Les instruments du Great Artist avaient enregistré des données de pression et de radiation qui seraient analysées plus tard. Le commandement aérien a informé Washington que l'objectif avait été atteint comme prévu. Le président Harry S. Truman, qui revenait de la conférence de Potsdam à bord du USS Augusta, a reçu la notification formelle. Ce même jour, un communiqué public fut préparé annonçant l'emploi d'une bombe à énergie atomique contre un objectif japonais. Le texte soulignait que l'arme représentait le résultat d'années de recherche et de production industrielle. À Tokyo, la réaction initiale fut la perplexité. Les communications avec Hiroshima furent interrompues de façon abrupte. Un avion envoyé pour reconnaissance a confirmé qu'une grande partie de la ville avait été détruite. Les rapports préliminaires décrivaient une explosion d'une intensité inconnue jusqu'alors. Le haut commandement japonais a sollicité des analyses techniques. Des physiciens japonais, parmi lesquels Yoshio Nishina, furent envoyés pour enquêter. Les premiers rapports ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'une arme basée sur des principes nucléaires, bien que la confirmation nécessita une évaluation supplémentaire. Alors que la fumée continuait de s'élever sur Hiroshima, les autorités japonaises tentèrent d'établir la portée réelle du dommage. L'information arrivait fragmentée et avec retard. La ville, qui des heures auparavant avait fonctionné comme centre administratif et militaire régional, présentait maintenant de vastes zones dévastées. Aux États-Unis, le résultat fut enregistré comme le premier usage opérationnel d'une arme nucléaire. L'opération s'est intégrée dans la séquence stratégique en cours. Au Japon, l'impact matériel et la nature de l'arme commençaient à être compris graduellement par les scientifiques et les responsables militaires. Durant le reste de la journée du 6 août, le scénario à Hiroshima est resté marqué par des incendies persistants, l'effondrement des infrastructures et des déplacements massifs de survivants vers des zones moins affectées. L'ampleur de l'événement dépassait tout précédent au sein de la campagne aérienne jusqu'à ce moment. Nagasaki et l'entrée soviétique, le double coup. Le 7 août 1945, un jour après la destruction d'Hiroshima, le Conseil suprême pour la direction de la guerre s'est réuni à Tokyo. L'information reçue depuis la ville était fragmentaire. Des rapports militaires confirmaient une dévastation étendue et une explosion aux caractéristiques inconnues. Le ministre des Affaires étrangères, Togo Shigenori, a soutenu que la nature de l'arme indiquait une nouvelle étape dans la guerre, et que le Japon devait considérer sérieusement l'acceptation de la déclaration de Potsdam. Le Conseil était divisé en deux blocs. D'un côté, Togo et le Premier ministre Suzuki Kantaro défendèrent l'exploration d'une issue diplomatique qui préserverait l'institution impériale. De l'autre, le ministre de la guerre, le général Hanami Korechika, ainsi que le chef d'état-major de l'armée, le général Umezu Yoshijiro et l'amiral Toyoda Soemu, soutenait que le Japon pouvait encore infliger des pertes significatives si les Alliés tentaient d'envahir l'archipel. La structure du Conseil exigeait l'unanimité pour adopter une décision formelle. La division a paralysé toute résolution immédiate. Certains officiers militaires contestaient même que les États-Unis disposassent de plus d'un engin similaire à celui employé à Hiroshima. Pendant que le débat continuait à Tokyo, à Tinian, on finalisait les préparatifs d'une seconde mission. Le dispositif assigné était différent de celui utilisé quelques jours plus tôt. Il incorporait du plutonium et un mécanisme d'implosion. Le bombardier désigné fut le B-29 Boxcar, sous le commandement du major Charles W. Sweeney. L'officier d'armement était le commandant Frederick Ashworth. Le matin du 9 août, à 3h47, le Boxcar a décollé de Northfield. Il était accompagné du Great Artist et du Big Stink, ce dernier chargé d'enregistrer l'explosion photographiquement. L'objectif primaire établi était la ville industrielle de Kokura, où se situait un important arsenal. Le plan exigeait un largage visuel direct. En approchant de Kokura, l'équipage a trouvé une nébulosité dense et de la fumée provenant de bombardements conventionnels récents sur des villes proches. Sweeney a effectué 3 passages sur l'objectif en tentant d'identifier le point désigné. Chaque tentative augmentait la consommation de carburant.
Le temps passait et la défense antiaérienne commençait à réagir. Avec le niveau de carburant diminuant et sans confirmation visuelle claire, Sweeney a décidé de se diriger vers l'objectif secondaire, Nagasaki. La ville était un centre industriel avec les chantiers navals Mitsubishi, des usines d'armement et des usines métallurgiques. À la différence de Kokura, elle présentait une topographie irrégulière, avec des collines qui délimitaient la vallée urbaine. En arrivant au-dessus de Nagasaki, la couverture nuageuse restait significative. Cependant, une ouverture momentanée a permis d'identifier partiellement la zone industrielle de la vallée d'Urakami. À 11h02 du matin, le dispositif fut libéré. La détonation s'est produite approximativement à 500 mètres au-dessus du sol. Le rendement estimé fut proche de 20 à 21 kilotonnes. L'explosion a généré une boule de feu suivie d'une onde de choc qui a parcouru la vallée. La configuration montagneuse a limité l'extension latérale comparée à des villes plus plates, bien que les secteurs industriels et les quartiers résidentiels proches de l'épicentre fussent dévastés. Pendant que se développait cette seconde opération, un autre événement altérait de façon décisive le scénario stratégique. À minuit, du 8 au 9 août, l'Union soviétique a déclaré formellement la guerre au Japon. À 1h00 du matin, les forces soviétiques ont traversé la frontière de la Mandchourie. L'armée rouge a lancé une offensive massive contre l'armée du Kwantung. L'offensive soviétique fut exécutée sur de multiples axes simultanés. Des divisions mécanisées ont avancé avec rapidité, soutenues par l'artillerie et l'aviation. L'armée du Kwantung, qui avait été l'une des formations les plus puissantes du Japon les années précédentes, se trouvait affaiblie par des transferts d'unités vers l'archipel et par des carences logistiques. En quelques jours, les forces soviétiques ont pénétré profondément dans le territoire mandchourien, dépassant les lignes défensives japonaises. La vitesse de l'avance a surpris le haut commandement à Tokyo. La possibilité d'utiliser Moscou comme médiateur diplomatique fut annulée de manière immédiate. Le matin du 9 août, alors que la nouvelle de l'offensive soviétique arrivait à la capitale japonaise, le Conseil suprême s'est de nouveau réuni. L'information combinée d'une seconde détonation nucléaire et de l'entrée soviétique en guerre a créé un scénario de pression simultanée depuis les airs et depuis le continent. Togo a soutenu que la situation stratégique s'était transformée complètement. Avec l'Union soviétique comme belligérante, le Japon affrontait la possibilité d'une invasion depuis le nord, en plus de la menace alliée au sud. Hanami a maintenu sa position initiale, soutenant que l'armée pouvait résister sur le territoire national et négocier des conditions plus favorables après une bataille décisive. Le Conseil s'est de nouveau retrouvé divisé sur une égalité de 3 contre 3. Devant l'impossibilité d'atteindre l'unanimité, Suzuki a sollicité la convocation d'une conférence impériale, une réunion élargie en présence de l'empereur Hirohito. Dans la madrugada du 10 août, dans le refuge souterrain du palais impérial, s'est tenue la conférence. Les ministres ont exposé leur position devant le monarque. Après avoir écouté les arguments, Hirohito a exprimé son opinion selon laquelle le Japon devait accepter les termes de la déclaration de Potsdam à la condition que la position de l'empereur ne soit pas altérée. L'intervention impériale a rompu le blocage décisionnel. Un message fut envoyé par des canaux diplomatiques indiquant la disposition à accepter les termes avec cette condition spécifique. Cependant, au sein de certains secteurs de l'armée, une résistance persistait à l'idée de mettre fin au conflit dans ces termes. Pendant ces jours, Tokyo affrontait une information fragmentaire sur la portée réelle de l'offensive soviétique et l'ampleur de la destruction à Nagasaki. La coïncidence temporelle des deux événements a produit un impact cumulatif dans l'évaluation stratégique japonaise. La structure de défense conçue pour affronter une invasion alliée se voyait maintenant menacée depuis de multiples directions. Entre le 9 et le 10 août, les délibérations au sein du leadership japonais ont tourné autour de la manière de répondre face à une situation militaire qui avait changé de manière accélérée en l'espace de quelques heures. Le double impact d'une nouvelle explosion nucléaire et de l'offensive soviétique en Mandchourie a modifié le calcul politique et militaire du haut commandement. La décision finale nécessitait encore une formalisation et une communication. Mais à ce moment-là, l'équilibre interne qui avait soutenu la résistance japonaise a commencé à s'incliner sous la pression combinée des événements développés durant ces jours d'août. Du message impérial à l'ère atomique. Dans la nuit du 14 au 15 août 1945, alors que la décision d'accepter les termes alliés avait déjà été adoptée au niveau impérial, un groupe d'officiers de l'armée a tenté d'empêcher que l'annonce n'arrivât à la population.
Le plan consistait à occuper le palais impérial, à isoler les autorités civiles et à détruire l'enregistrement du message de l'empereur. Les conspirateurs croyaient que, sans la transmission officielle, ils pourraient forcer la continuation de la guerre. La tentative s'est développée avec des mouvements rapides à l'intérieur du complexe palatial. On a cherché le soutien de commandements supérieurs, mais de nombreux généraux ont refusé d'appuyer l'action. Le manque de coordination et d'adhésion décisive a empêché de consolider le contrôle. Le commandant de l'armée de l'Est a refusé de se joindre au soulèvement. Sans soutien large, l'opération s'est désintégrée en quelques heures. Certains impliqués se sont suicidés après l'échec. À midi le 15 août, la voix de l'empereur Hirohito fut transmise par radio dans tout le pays. C'était la première fois que la population écoutait directement le monarque. Le discours, formulé dans un langage formel et soigné, a annoncé que le Japon acceptait les termes de la déclaration de Potsdam. Il n'a pas utilisé le mot « reddition », mais a laissé clair que la guerre arrivait à sa fin. La décision fut présentée comme un acte destiné à préserver la nation et à éviter des souffrances supplémentaires. Dans de nombreuses villes, la réaction populaire fut la perplexité. Certains citoyens ont pleuré, d'autres sont restés en silence. Pendant des années, la propagande avait promu la résistance jusqu'à l'ultime ressource. L'acceptation soudaine de la défaite exigeait un réajustement psychologique immédiat. Les forces armées ont reçu l'ordre de cesser le combat. Dans différentes garnisons de l'Empire, les commandants ont transmis des instructions pour arrêter les opérations et conserver l'ordre. Dans les semaines suivantes, l'arrivée des forces alliées dans l'archipel a commencé. Le général Douglas MacArthur a assumé le poste de commandant suprême des puissances alliées. L'occupation s'est organisée sous une structure qui maintenait formellement le gouvernement japonais en fonctionnement, mais subordonnée à des directives externes. Les forces armées japonaises furent dissoutes. Des millions de soldats sont revenus de l'étranger ou furent démobilisés à l'intérieur du pays. Des réformes structurelles profondes furent initiées. La Constitution fut révisée sous supervision alliée. Le nouveau texte a redéfini la souveraineté comme émanation du peuple et a transformé l'empereur en symbole de l'État sans pouvoir politique direct. L'article qui renonçait à l'usage de la guerre comme droit souverain a marqué un changement institutionnel décisif. La réforme agraire a redistribué les terres des grands propriétaires aux paysans fermiers. On a promu la dissolution partielle des conglomérats industriels qui avaient concentré le pouvoir économique les années précédentes. Les syndicats furent légalisés et les libertés civiles furent élargies. Les fonctionnaires associés au régime militaire furent démis de leurs fonctions lors de processus d'épuration administrative. Dans le domaine judiciaire, des procès pour crimes de guerre furent organisés contre des dirigeants civils et militaires. Certains furent condamnés et exécutés, d'autres reçurent des peines de prison. La responsabilité pénale s'est concentrée sur des figures identifiées comme les principaux responsables des décisions stratégiques et politiques durant le conflit. Parmi la population affectée par les détonations nucléaires, a surgi un groupe qui, plus tard, serait connu sous le nom de Hibakusha. Ces personnes ont affronté des conséquences médicales prolongées liées à l'exposition aux radiations. Dans les premières années de l'occupation, l'information publique sur les effets radiologiques fut limitée par des contrôles de censure. Avec le temps, des associations de survivants ont commencé à s'organiser, réclamant reconnaissance et soutien. Alors que le Japon initiait sa transformation politique et sociale, l'impact de l'usage des armes atomiques s'étendait au plan international. Aux États-Unis, le projet qui avait produit la bombe est devenu le fondement d'une nouvelle étape stratégique. Des organismes chargés d'administrer et de développer la technologie nucléaire en temps de paix furent établis, incluant la Commission de l'énergie atomique. Le monopole initial américain sur l'armement nucléaire a duré peu d'années. En 1949, l'Union soviétique a réalisé son premier test réussi. L'équilibre international est passé d'une situation unipolaire à une compétition bilatérale. Par la suite, le Royaume-Uni, la France et la Chine ont développé leurs propres arsenaux. Des décennies plus tard, l'Inde et le Pakistan ont effectué des essais nucléaires déclarés. Israël a maintenu une politique d'ambiguïté stratégique concernant sa capacité. La Corée du Nord a mené des tests au XXIe siècle. L'accumulation des arsenaux a donné naissance au concept de dissuasion nucléaire. L'idée centrale soutenait que la possession d'une capacité destructrice réciproque empêcherait l'usage effectif de ces armes, en rendant inacceptable toute première attaque.
Durant la guerre froide, cette logique s'est exprimée dans des doctrines comme la destruction mutuelle assurée. Cependant, la stabilité dépendait de systèmes d'alerte, de décisions humaines et de contrôles techniques complexes. Des incidents de fausses alertes et des crises internationales ont démontré la fragilité potentielle de l'équilibre. La prolifération a ajouté de nouveaux acteurs avec leurs propres doctrines et des contextes régionaux distincts. Pour le Japon, la fin de la guerre a signifié une intégration progressive dans un système international dans lequel les armes nucléaires occupaient une place centrale dans la stratégie des grandes puissances. Le pays a adopté une politique officielle de ne pas posséder, de ne pas produire et de ne pas permettre l'introduction d'armes nucléaires sur son territoire, tout en restant sous le parapluie de sécurité américain. Le legs stratégique d'août 1945 s'est projeté au-delà de la reddition immédiate. L'existence de l'armement nucléaire a altéré la planification militaire mondiale, la diplomatie et la perception du risque dans les conflits ultérieurs. Depuis lors, la politique de sécurité internationale a été conditionnée par la présence d'arsenaux capables de produire une dévastation à des échelles sans précédent.